Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de début de semaine. Nous sommes le lundi 27 octobre et voici les titres qui seront développés dans ce journal. La présentation de la brigade canine a eu lieu cet après-midi à la direction de la Sûreté publique en présence de la princesse Charlène. Nous vous expliquerons quelles seront ses missions. D'autres chiens seront également mis à l'honneur dimanche prochain au chapiteau de Fontvieille à l'occasion de la deuxième édition du Roquetton. Une grande marche est organisée afin de sensibiliser à la maltraitance animale et aux abandons. Sylvia Sermangui, organisatrice de l'événement, sera notre invitée. Comment s'opère le contrôle de la qualité de l'air en principauté? Une équipe de Monaco Info a suivi le travail de la direction de l'environnement qui est en charge des opérations. La Roca Team s'est imposée hier soir face à Boulazac, 92-85, retour sur ce match dans ce journal. Nous célébrerons les 1 an de l'application Destifit créée à Monaco et qui permet aux sportifs de gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Enfin, nous serons avec le chef Julien Médard, spécialiste des produits de saison. Il nous livrera ses secrets de cuisine pour bien préparer fruits et légumes d'automne. Débutons ce journal en nous rendant au siège de la direction de la Sûreté publique où c'est en présence de la princesse Charlène qu'a été présentée cet après-midi la brigade canine. Sarah Inkari et Julien Philippot y assistaient. La Sûreté publique a accueilli dans ses rangs au printemps dernier 2 nouvelles recrues. Présentées à la princesse Charlène ce lundi, Boyka et Tyson forment désormais, avec leur maître chien, la première brigade cynophile de la principauté. Un atout incontesté pour Monaco. L'argent liquide, c'est une manière de blanchir l'argent, si j'ose dire. Et la recherche d'argent liquide, elle peut se faire par la voie humaine, mais peut se faire aussi par la voie des animaux. On a vu tout à l'heure dans les démonstrations que ça pouvait être très utile et très rapide surtout. En effet, si Boyka, le berger belge malinois de 2 ans et demi, a été formé à la recherche d'explosifs, Tyson, le berger hollandais de 3 ans, lui, est capable de détecter les billets de banque, mais aussi les armes, le cannabis, la cocaïne, l'héroïne et les dérivés de ces stupéfiants. On place la matière qui nous intéresse avec son jouet et lui va mémoriser cette matière en jouant. Et le principe, ce sera de trouver la matière pour avoir son jouet. C'est pour ça qu'il y a 2 grands principes dans la cyno et dans les chiens de recherche. C'est que le chien soit très joueur et qu'il y ait une très grande confiance entre son maître et lui. Et pour développer cette confiance, les maîtres chiens sont nuit et jour avec leurs compagnons à 4 pattes. En cas d'indisponibilité, la SPA se charge du gardiennage. Un partenariat avec l'association dont la princesse Charlène est la présidente a été noué. En janvier dernier, les agents ont reçu une formation de 4 mois au Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie dans le Lot en France. C'est là qu'ils ont noué le premier contact avec leur animal. Depuis, ils forment un binôme fusionnel avec ces chiens entraînés à raison de 4 heures par jour. Depuis leur arrivée, ils ont assisté les agents lors de différents événements comme le Grand Prix et le BEF avec la visite d'Emmanuel Macron. Ils ont permis dernièrement une importante perquisition. Preuve que, comme l'a rappelé la princesse Charlène qui a soutenu la création de cette brigade, les chiens ne sont pas seulement les meilleurs amis de l'homme, ils jouent un rôle important dans le renforcement de la sécurité. Les chiens qui font l'objet de toutes les attentions en principauté. Une grande journée leur sera dédiée dimanche prochain lors du 2e Roquetton. Une grande marche et de nombreuses activités seront proposées à nos amis à 4 pattes. Pour nous en parler, l'organisatrice du Roquetton est avec nous ce soir. Bonsoir Sylvia Sermangui. Bonsoir. Vous avez présenté aujourd'hui les contours de cette 2e édition du Roquetton avec le succès rencontré l'année dernière. C'est une manifestation que vous comptez bien ancrer dans le temps à Monaco? Oui, c'est ce que nous espérons au sein de Roquetton, au sein de l'association, donc l'association qui au début ne comptait pas peu de membres et aujourd'hui on est quand même très nombreux et nous avons beaucoup d'espoir de faire grandir l'association encore plus et surtout d'avoir une action qui soit bénéfique à nos animaux. Alors donc, le 2 novembre, 2e édition, le principe est le même cette année. Vous invitez le plus de parents, moi je préfère ce mot à celui de propriétaires, le plus de parents de chiens à vous rejoindre.
Oui, parce que parents, c'est l'amour, quoi, en fait. Hein, les parents, normalement, aiment leurs enfants. Et à Roqueton, et les membres de Roqueton aiment les animaux, aiment leurs enfants. Ça fait partie de la famille. Donc, cet événement aura lieu le 2 novembre à l'espace Fontvieille, de nouveau. En présence, nous le savons aujourd'hui, de notre merveilleuse princesse Charlène, qui va venir courir avec nous, marcher avec nous, parce que souvent les gens disent « Oh, on va courir ». Non, non, on peut marcher avec les chiens et ce sera une grande fête canine. Et comment ça va se passer? Il y aura donc tout d'abord une marche, mais aussi des activités ensuite. Alors, cette année, nous avons un partenaire qui est Luca Berrulier, qui est donc WooFest, qui organise cet événement dans toute la France depuis très longtemps. Ce partenaire, WooFest, va nous permettre d'avoir toute une panoplie d'agility et d'activités pour les animaux. Donc l'idée, c'est de maintenir une journée thématique tout entière et de terminer aussi, je crois, par un défilé avec des chiens à l'adoption. Oui, tout à fait. Nous aurons un défilé de mode avec l'aide de Pretty You, donc de Véronique, qui s'est engagée auprès de nous à nous donner cette possibilité de montrer des vêtements animal free, c'est-à-dire sans matière animale, et nous les passerons sur un podium et nous les mettrons aux enchères, et une partie des enchères reviendra à Roqueton. Et puis plein d'autres choses et beaucoup de surprises pour tout le monde. Et l'objectif, Sylvia, c'est de dénoncer la maltraitance, l'abandon des animaux de compagnie? Eh oui, l'objectif, c'est surtout de montrer que nous pouvons mieux faire au niveau des animaux. C'est-à-dire on peut mieux les comprendre et mieux leur offrir un environnement ou une affection qui soit quelque part importante pour l'animal, pour que l'animal puisse continuer une vie. Parce que vous savez qu'une vie animale n'est pas si longue finalement, surtout quand on parle des chiens et des chats. Et donc leur donner une vie pour toujours dans une famille, c'est un peu le but de l'association. Le but de l'association est aussi de faire connaître les refuges avoisinants, les gens qui travaillent au sein de ces associations, les gens qui donnent du temps de leur vie pour ces associations, et donc de les encourager, mais aussi souvent de les aider financièrement à aller mieux, parce qu'il y a des refuges ou des associations qui sont un peu en difficulté actuellement. On a beaucoup d'animaux abandonnés dans les refuges, et j'insiste en disant aux gens, mais allez-y, allez voir les refuges, n'achetez pas, adoptez et aider ces refuges qui sont parfois dans des difficultés. Oui, d'ailleurs, il est important de préciser que cette journée est au profit de 3 associations, dont la SPA de Monaco. Absolument, la SPA de Monaco, bien entendu, nous sommes à Monaco et la SPA fait un grand travail, mais aussi nous le faisons pour un brin de chance qui est limitrophe, qui est dans la région, et aussi pour une association qui se trouve à Marrakech, qui s'appelle Nos Amis pour la Vie. La jeune fille fait un travail formidable et a besoin de nous tous pour s'occuper des animaux qu'elle recueille, souvent des animaux maltraités aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé à titre personnel à vous lancer dans ce combat, Sylvia? Oh là, ça c'est inscrit dans mes gènes, je crois. Je l'ai depuis toute petite, puisque je suis née dans une île, et dans mon île déjà, après l'école, je ramenais tous les animaux un peu malades ou affamés à la maison. Et ma mère n'était pas contente d'ailleurs. Et donc voilà, c'est inscrit dans mes gènes. Mais ce qui m'a vraiment, le point de départ de Roqueton, je pense que c'est la guerre en Ukraine, puisque j'ai adopté 3 chiens qui viennent d'Ukraine, qui ont été abandonnés, maltraités en Ukraine. Ils sont d'ailleurs toujours à la maison avec moi. Et Roquette fait partie de ces 3 chiens que j'ai adoptés. Et vraiment, je crois que c'est elle le point de départ.
Elle sera là d'ailleurs le 2 novembre avec nous. D'où l'origine du nom Roquetton. Merci Sylvia d'avoir été notre invitée. Alors que la 2e édition du Roquetton, je le rappelle, a été présentée aujourd'hui et aura lieu dimanche prochain à Monaco. Merci Patricia. Venez nombreux donc dimanche 2 novembre dès 10h au chapiteau de Fontvieille. Parmi les autres titres de l'actualité du jour, la remise au prince Albert II des lettres de créance du nouvel ambassadeur des États-Unis à Monaco. Il s'agit de Charles Kushner, le fondateur et actuel président de Kushner Companies, une société de promotion immobilière. Et dans la vie privée, il est le père du gendre du président Trump. La Croix-Rouge monégasque, qui tenait samedi sa grande braderie annuelle, a reçu aujourd'hui le ministre d'État Christophe Mirmand. Vous le voyez, ce dernier est allé à la rencontre des équipes qui y travaillent et s'est entretenu avec le secrétaire général Frédéric Platini. Nous vous emmenons maintenant sur l'une des 5 stations de mesure de la qualité de l'air en principauté. Ces installations permettent à la direction de l'environnement, en partenariat avec Atmosud, d'évaluer la qualité de l'air à travers le relevé de différentes données, un travail essentiel pour limiter l'impact de l'air sur notre santé. C'est un reportage d'Alban Gingembre, Marie-Ève Béé et Bastien Pigeon. 40 000, c'est le nombre de décès prématurés en France à cause de la pollution de l'air. Pour limiter les risques, un indice de qualité de l'air visible en ligne est mis à jour quotidiennement. Cet indice est calculé sur ce type de station. Les différents analyseurs permettent de mesurer la quantité des polluants. Là, vous voyez les têtes de prélèvement des analyseurs, donc soit des poussières, soit des dioxydes d'azote, donc on dit NO2. Là-bas, vous voyez un capteur de pollen, parce qu'on mesure aussi le pollen en direct. Le petit instrument là-bas, c'est un microcapteur. Maladie pulmonaire ou cardiovasculaire, l'impact de la qualité de l'air sur la santé est bien réel. La qualité de l'air à Monaco, elle est de bonne à moyenne. Les principales sources, c'est le trafic. Donc c'est sur ça qu'on essaye d'agir en principauté. Ça va être principalement le polluant dioxyde d'azote, le NO2. Mais on a aussi des polluants qui sont transfrontaliers, comme l'ozone, surtout l'été. Et donc là, c'est vraiment un effort communautaire avec les pays, enfin, notamment avec la France, mais aussi les autres pays. Les données récoltées arrivent ensuite ici pour être analysées. On a les analyseurs des différents polluants dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est les têtes de prélèvement. On a une pompe qui aspire l'air. L'analyseur, c'est vraiment des analyseurs homologués très précis qui nous donnent donc la quantité en un certain polluant. Et une fois qu'on a donc ces analyseurs qui font les mesures, ils regroupent toutes les données sur un serveur qui arrive chez nous à la direction de l'environnement et c'est là où on analyse. Et comme ça, on peut déclencher ou pas une alerte pollution. Et après, en fait, ces données sont insérées aussi dans un système de calcul de modélisation qui nous permet de faire ce genre de cartographie. On va voir directement que les axes où il y a beaucoup de trafic vont être plus pollués que des quartiers juste résidentiels où il y a peu de gens qui passent. En tout, 5 stations de qualité de l'air sont opérationnelles en principauté. Ouvrons un chapitre sportif avec du basket pour commencer. Une 3e victoire consécutive pour la Roca Team en Betclic Elite. Les joueurs de Vassilis Spanoulis ont dominé Boulazac 92-85 hier après-midi à la salle Gaston Médecin. Retour sur cette rencontre avec Frédéric Elion et Julien Logier. Après des victoires sur le parquet de 2 cadors du championnat, Paris et Lasvel, la Roca Team a enchaîné à domicile cette fois-ci face au promu Boulazac. Monaco avait déjà croisé la route des Périgourdins en demi-finale de la Supercoupe de France et s'est de nouveau imposé dimanche après-midi avec un peu plus de difficultés à Gaston Médecin. Dans le premier quart-temps, Nedovic et Blossom Game mettent Monaco sur les bons rails. Une succession de tirs à 3 points, plus 3 pour la Roca Team, qui ne parvient pas à contenir Ousmane Kroumbali sous le cercle. 16 points pour l'intérieur de Boulazac. Monaco bascule à -2 à la pause, 46-44. Et les joueurs de Spanoulis vont faire la différence avec un gros run à cheval entre la fin du 3e quart-temps et le début du 4e. Eli Okobo, 23 points en 23 minutes et le MVP de cette rencontre. Kevarius Hayes est toujours aussi impactant en défense et Matthew Strazel plante un gros tir du logo.
Monaco prend jusqu'à 13 points d'avance et s'impose finalement 92-85. Boulazac, c'est une bonne équipe, il ne faut pas sous-estimer parce qu'ils viennent de monter. Donc au début, on a eu un peu de mal à mettre en route parce qu'ils ont joué un bon basket. Donc un match de basket, c'est 40 minutes. Nous, on sait qu'on a les capacités de jouer un match 40 minutes. Après, à voir si eux, ils avaient les capacités. Pour le coup, on a joué mieux sur ces 40 minutes, on a fait moins d'erreurs et ça a payé à la fin. Donc c'était une bonne match sur la durée. Le coach, il veut qu'on joue un basket, qu'on se passe la balle, ou est-ce qu'il y a beaucoup de passes décisives, ou est-ce qu'on vraiment se partage le ballon. Donc je pense que c'est l'identité qu'il veut mettre en place et c'est ce qu'on essaie de faire au mieux. Comme ça, tout le monde peut briller et les gens ils savent pas de quel côté le danger il arrive. Prochaine échéance pour la Roca Team, un déplacement périlleux en Euroleague sur le parquet de l'Olympiakos mercredi. Une semaine grecque pour la Roca Team avec donc ce rendez-vous mercredi à 20h15 face à l'Olympiakos et vendredi à Gaston Médecin face au Panathinaïkos, cette fois à 19h30. En Formule 1, une belle deuxième place pour Charles Leclerc la nuit dernière au Grand Prix du Mexique. Le Monégasque a été devancé par Lando Norris en tête du championnat du monde des pilotes alors que Charles Leclerc en occupe, lui, la 5e place. Sport encore avec ce gros week-end sportif pour le SCOM, le Skating Club of Monaco, avec toutes les disciplines du club en compétition. Et pour commencer, le patinage artistique. Davide Liutenbrein monte sur la 3e marche du podium au tournoi international de Lausanne. En patinage artistique toujours, la jeune licenciée au SCOM, Alina Grigorieva, pour sa première compétition internationale, termine 5e à Ankara en Novice Advance, la catégorie juste avant les juniors. Du côté du curling, 2 membres du club ont participé pour la première fois au championnat de France mixte afin d'emmagasiner un maximum d'expérience. Ils ont fini 5e du groupe A. Et enfin, le roller hockey, les Barracudas de Monaco qui évoluent en National 4 cette année, après avoir été champion de région l'année dernière, ont affronté ce dimanche l'équipe de Nice qui évolue en National 2, soit 2 divisions au-dessus. Après avoir mené 3-0 en début de rencontre, l'équipe monégasque s'est inclinée lors de ses 64e de Coupe de France. Ils se sont inclinés 7-4. Objectif désormais, le championnat de National 4. Nous l'avions suivi l'année dernière lors du lancement de sa start-up. Valentine Blanche fête aujourd'hui la première année de Destifit, cette entreprise qui a pour vocation d'accompagner les athlètes ou toute entité sportive dans le développement de leur visibilité. L'occasion de revenir sur cette année pleine d'aventures avec Juliette Rappert et Hugo Comasa. Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. De ses premières vidéos sur YouTube en 2016 à la confiance de champion du monde en 2025, Valentine Blanche a fait du chemin. En un an, Destifit a su s'imposer dans le paysage sportif monégasque en aidant les athlètes à mieux raconter leur histoire. L'idée, c'était d'aider les athlètes à devenir influenceurs. Ça a marché, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec des champions du monde comme Pierre Frola. Je lui ai juste envoyé un mail, et puis il m'a fait confiance, et on a vraiment envie de donner aujourd'hui cette image hyper authentique, naturel, avoir effectivement le côté sport, mais aussi le côté tellement humain. Aujourd'hui, on est 5, donc il y a à la fois la partie créative, donc des personnes qui travaillent en freelance et un alternant que je suis en train de recruter actuellement, et l'autre partie commerciale avec des agents commerciaux qui m'aident pour justement en fait trouver des sponsors, pour trouver des contrats d'image pour nos athlètes, nos marques, etc. Voilà, donc c'est vraiment les deux parties avec moi au milieu, comme ça, voilà. Valentine a pu compter aussi sur la confiance de Ludovic Peuzet, fondateur de Motors Formula Team et manager de pilotes, qui lui a mis le pied à l'étrier lors d'un stage de fin d'études. Depuis leur collaboration, s'est imposée comme une évidence. Elle est dans la com, les médias digitaux, etc. Nous, on est dans le management. Les pilotes ont besoin de communication, surtout sur les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer. Et en plus de ça, c'est surtout le côté mentoring. C'est-à-dire que je lui dis, voilà, tu es à Monaco, il y a des codes, il y a des choses à faire, pas faire. Je vais t'aider à éviter les pièges. Et comme ça va te permettre de gagner du temps. Plus tard, l'heure est à la célébration. Entourée de ses proches et de son équipe, Valentine souffle la première bougie de Destifit. Pas question de ralentir, Valentine regarde déjà vers l'avenir. J'aimerais bien me développer plus qu'en France et à Monaco. L'international, ça m'intéresse beaucoup. Et après, sinon, globalement, je voudrais, je pense, augmenter mon équipe. Mais en même temps, ça me plaît d'être en petit comité aussi, parce que voilà, ça fait 1 an et on est content aussi d'être tous ensemble. Je suis toujours la même personne. Et j'ai pas envie du tout de changer moi et de perdre ce côté peut-être un peu, on peut dire, je sais pas, pétillant, un peu authentique qui me définit clairement, quoi.
Une approche personnalisée qui séduit de plus en plus. Destifit est une success story qui prouve qu'avec de la détermination, les rêves peuvent devenir réalité. Avec le changement de saison, la tonalité de couleur des étals du marché a elle aussi évolué. Place à des légumes et fruits qui vont voler la vedette aux tomates, pastèques ou autres melons. Et l'on ne sait pas toujours comment cuisiner ces produits parfois moins connus. Pour nous guider ce soir, un spécialiste des produits d'automne, le chef une étoile au Michelin, Julien Médard, à la tête de la maison Médard dans le Berry. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui caractérise la cuisine d'automne et quels changements observe-t-on dans nos assiettes à cette période de l'année? Eh bien, il y a beaucoup de changements. On passe sur des produits, ce qu'on appelle nous les produits d'hiver, avec tout un tas de légumes qui arrivent. Les butternuts, les courges, on va avoir les salsifis, les élianthis, qui est une variété de topinambour, les topinambours bien sûr, le panais. Beaucoup de produits que j'apprécie particulièrement en plus parce que c'est très créatif et une multitude d'idées pour pouvoir faire des assiettes après. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de produits incontournables en automne, vous en avez cité quelques-uns. Comment les choisir et bien les cuisiner pour profiter au mieux de leur goût et de leur fraîcheur? Alors moi j'affectionne beaucoup le butternut, qui est une courge fantastique pour moi parce que elle est douce, elle est colorée. C'est pas parce qu'on est en automne du coup qu'on a des assiettes un peu tristes avec du blanc ou du marron. Nous l'utilise beaucoup au restaurant sur 5 recettes de mémoire, je crois que c'est ça. On peut faire plein de choses avec le butternut. Chaque partie a un petit peu sa particularité et on peut vraiment s'amuser avec. Alors l'automne, comme l'hiver d'ailleurs, est souvent associé à une cuisine plutôt réconfortante. Comment concilier plaisir, saveur et équilibre tout de même à cette saison? Ici, on va avoir, j'aime bien décliner tout le butternut, donc on va utiliser une partie en cru, la tête du butternut en cru, juste marinée avec sel et huile d'olive, c'est top. Nous, on en fait des origamis qui sont après farcis de butternut à nouveau. Donc là, on va être sur une cuisson de courge, donc juste là où il y a les pépins, qu'on met dans du papier d'alu et qu'on va cuire au four pendant 3 heures à 140, de façon à concentrer les saveurs et avoir une texture de chair assez, je sais pas comment dire, il y a moins d'eau dedans, elle va être assez sèche, assez puissante en goût. Et ensuite, à côté de ça, on va la servir avec un jus de butternut. Donc là, on va centrifuger de la butternut, la réchauffer légèrement pour la pasteuriser. Et en plus de ça, avec les micro-particules qu'il va y avoir dedans, on va avoir une liaison naturelle d'un petit jus de butternut. Enfin, moi, ça, on dirait du jus d'orange, j'adore, c'est un peu sucré. Et là, on va avoir une assiette qui va être sur le végétal. Et ensuite de ça, on va avoir l'acidité qui est travaillée sur toutes les parties du butternut centrifugé qu'on va lacto-fermenter. Et donc, du coup, on va se faire une purée vinaigrée. Et donc, du coup, on va avoir fraîcheur, croquant, acidité, un peu de sucré. Donc, ça fait une assiette qui est presque encore estivale, sauf qu'on est dans l'hiver. Et en deuxième service, on va utiliser le butternut qui va être pareil, cuit en concentration, et qu'on va servir avec un crémeux de quinoa, plus dans l'esprit d'un velouté cappuccino avec un peu de cacao. Et là, on retrouve le réconfortant un petit peu hivernal qui va arriver. Et du coup, on a un peu yin et yang du butternut en 2 services sur la table. Et je trouve ça plutôt sympa. C'est pour ça que j'aime bien ce produit. Mais quelles sont sinon, au-delà du butternut, les tendances du moment, que ce soit dans les restaurants ou même dans la cuisine des particuliers? Qu'est-ce qui plaît en cet automne 2025? Et est-ce que les réseaux sociaux aussi ont contribué à rendre certains fruits et légumes d'automne encore plus bankable, comme on dit? Alors c'est vrai que le butternut, on le trouve partout sur les recettes TikTok, Instagram, etc. Il y a aussi le panais ou les persil racines. C'est des choses pareilles que les gens cuisinent toujours de la même façon, très souvent en purée, alors qu'il y a encore une fois de plus beaucoup de choses à faire. Nous, on faisait des panais au restaurant qui étaient confits comme des frites un petit peu dans du beurre clarifié. Enfin, c'est gourmand, c'est croquant, c'est un peu sucré. Vous servez ça avec un petit civet de chevreuil ou un dos de chevreuil grillé et une sauce chocolat, c'est magnifique, quoi. Julien Médard, vous parlez beaucoup de butternut, mais qu'en est-il du bon vieux potiron d'Halloween? Le butternut l'a supplanté complètement? Ça, je déteste. Ah, c'est pour ça. Ouais, mais c'est des souvenirs d'enfance. Mon grand-père en faisait pousser des tonnes et des tonnes, et on en mangeait tout le temps à la maison, et que en soupe.
Et donc, du coup, le potiron, c'est pas devenu mon légume fétiche. Nous avons beaucoup évoqué les légumes, mais pour conclure, il y a aussi les fruits de saison, raisins, châtaignes. Qu'est-ce que l'on peut en faire de ces fruits de saison dans nos cuisines? Alors ça, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de limites pour tout ça. Les raisins, on en travaille nous très peu, parce que c'est énormément de travail au restaurant. Il faut quelqu'un pour enlever tous les petits pépins avec un trombone et ensuite les éplucher. Donc c'est pas forcément le produit qui fait rêver tous les cuisiniers. Mais la châtaigne, nous, on en fait plein de choses aussi. J'ai un plat signature qui s'appelle les œufs mimosa, alors cette année, ils sont roses à la betterave, mais l'année dernière, ils étaient aux châtaignes. Ah, d'accord. Donc on faisait une mayonnaise à la châtaigne avec nos œufs mimosa, quelques châtaignes grillées, un petit bouillon de volaille, et puis on allait avec ça ramener l'automne dans l'assiette, ce qui est plutôt bien avec des champignons, avec des pâtes. La châtaigne, c'est pareil, en dessert, c'est top aussi, hein. Ah bah vous avez réussi à nous mettre l'eau à la bouche. Merci Julien Médard, à la tête de la Maison Médard, qui a été, je le rappelle, classé 5e meilleur restaurant au monde. Merci d'être venu nous apporter tout votre savoir-faire à l'heure où les produits de saison sont les stars des étals. Merci à vous. Et puis cette information pratique avant de refermer ce journal, la billetterie des Sérénissimes de l'Humour 2026 est ouverte. Une très belle affiche vous attend pour cette édition anniversaire qui marquera les 20 ans des Sérénissimes. Au programme entre les 10 et 14 mars, Issa Doumbia, Danny Boone, Nawel Madani, une soirée dédiée à la nouvelle génération du stand-up et Noël Perna. Dans un instant, la météo présentée par Théo Schumer. Nous nous quittons avec les photos du jour. Ce week-end a été officiellement présenté le parcours du contre-la-montre qui marquera le grand départ de la Vuelta à Monaco en août 2026. Et dans la foulée, un peloton de cyclistes professionnels autour du Prince Albert II s'était lancé sur le tracé pour le tester en quelque sorte, le tout sous le regard du photographe Manuel Vitali. Bonne soirée à vous, à demain, 19 h pour un nouveau journal sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, je vous promets un ciel digne d'un mois de juillet demain, mais uniquement le ciel. Pour les températures, on est bel et bien au mois d'octobre. Donc demain, matin, midi et soir, ce n'est rien d'autre que du soleil que vous aurez en principauté. Peut-être une petite brise aussi à relever si l'on veut avoir quelque chose à redire, mais sinon, ce sera un 20 sur 20 pour Mère Nature. Côté température, je vous le disais, c'est plus l'été, 17 petits degrés attendus en matinée et jusqu'à 19 l'après-midi. Ce mardi 28 octobre, nous souhaiterons une bonne fête aux Simons et nous célébrerons aussi 3 journées mondiales. La journée du cinéma d'animation, celle de la langue et de la culture créole, et enfin la journée mondiale du judo. Excellente soirée avec nous. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.